Bonjour, je m'appelle Calder Whitman, j'ai 35 ans. J'habite à Houston, au Texas, dans une modeste maison en briques rouges, en banlieue, où les chênes centenaires projettent leur ombre et où le chant des insectes emplit l'air nocturne. Je suis directeur adjoint de Whitman & Son, une entreprise de construction familiale où le mot « famille » sonne bien, mais pour moi, c'est comme une épine plantée au fond du cœur, me faisant mal jour après jour, sans jamais cesser de me faire mal. Je ne sais pas par où commencer, mais je commencerai peut-être par ces matins où, debout devant le miroir, j'essaie de rajuster ma cravate, le regard perdu dans mes propres yeux, las, et me demande, pourquoi est-ce que je fais tout ça? J'ai passé ma vie à essayer de prouver que j'en suis digne. Digne du nom Whitman, digne de la reconnaissance de mon père, Charles Whitman, le patriarche de cet empire de la construction. Mais plus j'essaie, plus je me sens invisible, une ombre au milieu de ma propre famille. Aujourd'hui est un jour comme les autres. Je me réveille à 5 heures du matin, je prépare du café dans la cuisine silencieuse et j'écoute Mela, ma femme, fredonner doucement une vieille chanson dans le salon. Mila est professeure d'art, une âme douce et profonde. La seule personne au monde qui me donne l'impression de ne pas avoir besoin de crier pour être entendue. Elle peint quelque chose. Probablement une œuvre abstraite vibrante que je ne comprendrai jamais complètement, mais que je trouve toujours réconfortante à regarder. Calder, appelle-t-elle d'une voix légère comme une brise. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Je t'ai préparé des toasts. Je souris, mais ce sourire ne suffit pas à cacher le poids de mon cœur. Je me rends au bureau en voiture, traversant les rues ensoleillées de Houston. Whitman & Son est situé en centre-ville, un bâtiment de verre étincelant avec le logo de l'entreprise gravé sur une enseigne en laiton poli. J'entre, salue quelques employés et reçois en retour des hochements de tête polis mais froids. Ils savent qui je suis, le fils aîné de Charles Whitman, mais leurs yeux disent toujours autre chose. Tu n'es rien, et je m'y suis habitué. Tellement habitué que ça ne me fait plus mal comme avant. Juste une sensation d'engourdissement, comme toucher une vieille cicatrice. Mon bureau est au 12e étage, une petite pièce avec une fenêtre donnant sur les gratte-ciel de Houston. Je m'assois, j'ouvre mon ordinateur portable et je consulte des feuilles de calcul et des rapports. Les chiffres sont ma source de sécurité. Je les maîtrise parfaitement. Tellement performant que personne dans l'entreprise ne peut faire mieux. Il y a 3 ans, j'ai sauvé l'entreprise d'une faillite potentielle lorsqu'un projet majeur à Dallas a failli échouer à cause de l'erreur de mon jeune frère Ryan. Mais Charles n'en a jamais parlé. Pas un mot de remerciement, pas une tape sur l'épaule. Au lieu de cela, il a appelé Ryan dans son bureau, lui a tapé dans le dos et lui a dit « Bravo, fiston. Tu as appris à gérer les crises. » Je suis resté devant la porte, à écouter chaque mot, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing en pleine poitrine. Ryan Whitman, mon frère cadet, 32 ans, blond, au sourire radieux et à l'assurance indéniable. C'est la star de la famille, l'héritier dont Charles est toujours fier. Ryan n'a pas besoin de trop se donner. Il se contente d'être présent, de faire quelques blagues, et le monde est prêt à s'abandonner à lui. Quant à moi, je travaille 12 heures par jour à vérifier chaque chiffre, à lire chaque contrat, à m'assurer qu'aucune erreur ne se glisse. Mais pour Charles, je ne suis qu'un bon comptable, un outil utile, rien de plus. Ce jour-là, Charles m'a convoqué dans la salle de réunion. Je suis entré et je l'ai vu assis en bout de table, Ryan à ses côtés, souriant comme s'il venait de gagner une grosse partie de poker. Calder, il faut qu'on discute du projet Austin. Je veux que Ryan le dirige, a dit mon père d'une voix basse et froide. J'ai hoché la tête, même si j'avais l'impression qu'on m'avait versé de l'eau glacée dessus. Le projet Austin était mon idée. J'avais passé 3 mois à faire des recherches, à planifier et à rencontrer des partenaires. Mais mon père ne m'a même pas adressé un regard lorsqu'il m'a dit « Ryan fera l'affaire. Tu t'occuperas des rapports financiers. C'est ton point fort. » J'avais envie de hurler. J'avais envie de claquer la table et de lui hurler au visage que je ne suis pas qu'un type qui fait des rapports. Que j'ai sué et veillé d'innombrables nuits pour maintenir cette entreprise à flot. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête, me suis levé et suis sorti de la pièce. Ryan m'a regardé avec un demi-sourire, comme s'il savait que je mourais intérieurement, mais qu'il n'en avait cure. En rentrant ce soir-là, mes épaules étaient lourdes, comme si je portais un bloc de béton du bureau. Je me suis garé dans l'allée, laissant le moteur tourner quelques secondes juste pour écouter son ronronnement régulier, le seul bruit de la journée qui ne me jugeait pas. Dans la faible lueur des lampadaires, notre maison de briques rouges paraissait paisible,
comme si elle ignorait les tempêtes qui faisaient rage en moi. J'ai coupé le moteur, suis sorti et j'ai essayé de respirer profondément. Mais l'air humide de Houston ne faisait que me serrer la poitrine. Mila m'attendait à la maison avec un dîner simple mais chaud. De la viande grillée et de la purée de pommes de terre, mon plat préféré. Elle était assise en face de moi, ses doux yeux bruns plongés dans les miens, comme si elle voyait les cicatrices invisibles de mon cœur. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais pleine d'inquiétude. J'aurais voulu lui dire que je n'allais pas bien, que j'en avais assez de faire mes preuves, d'être comparé à Ryan, d'avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur. Mais j'ai juste souri, pris sa main et dit « Je vais bien. Juste une longue journée. » Mila me serra la main, ses doigts doux mais forts. « On n'a pas besoin d'être comme eux pour être reconnu, » l'appelait-elle. Elle dit comme si elle savait exactement ce qui me criait dans la tête. « Tu me suffis. Tu me suffis toujours. » Je me penchai, l'embrassai sur le front, et à cet instant, je sentis que je pouvais respirer à nouveau. Mila est ma lumière, la petite flamme qui m'empêche d'être englouti par les ténèbres. Mais même elle ne peut effacer le sentiment qu'un jour toute cette douleur explosera. Et j'ai peur que ce jour-là, je ne sois plus le Calder Whitman que j'ai connu. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond, écoutant la respiration régulière de Mila à côté de moi. Je pensais à Charles, à Ryan, à l'entreprise à laquelle j'ai consacré ma vie. Et je me demandais, y aura-t-il un jour où j'échapperai à cette ombre? Je ne connais pas la réponse, mais je sais qu'au fond de moi. J'attends une étincelle, une opportunité, quelque chose qui changera tout. Et j'étais loin de me douter que cette opportunité se présenterait plus tôt que prévu lors du gala fatidique qui approchait, celui du 40e anniversaire de Whitman & Son. Le matin du gala, je me suis réveillé avec une sensation de lourdeur, comme si on m'avait posé une pierre sur le cœur. Mila était déjà debout devant le miroir de la chambre, ajustant la robe vert foncé qu'elle avait choisie pour ce soir. Elle se retourna, croisa mon regard et sourit. « Tu as l'air trop inquiet », dit-elle en s'avançant vers moi et en posant une main sur mon épaule. « Ce n'est qu'une fête », l'appelait-elle. « On s'en sortira. » Je pris sa main, sentant la chaleur de ses doigts fins. « Je ne m'inquiète pas pour la fête, dis-je. Même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. C'est juste que je sais que Charles fera quelque chose. Il le fait toujours. » Mila ne dit rien, se contentant de me serrer la main comme pour me donner la force d'affronter la tempête qui s'annonçait. Le gala se tenait dans un luxueux hôtel du centre-ville de Houston, où des lustres en cristal scintillaient comme des étoiles et des rideaux de velours rouge vif ornaient les murs. Whitman & Son avait loué la plus grande salle de bal, remplie de tables rondes drapées de soie blanche et de verres à vin coûteux qui embaumaient l'air d'un doux parfum. À notre arrivée, Mila et moi entendîmes une douce musique de jazz, mêlée au bavardage et au rire des invités, des partenaires, des investisseurs, des cadres supérieurs et des journalistes en quête d'histoire sur l'empire du bâtiment de ma famille. Je portais un tailleur noir avec une cravate verte assortie à la robe de Mela. Elle me tenait le bras, marchant avec assurance, mais je sentais les regards de la foule braqués sur nous, ou plutôt sur moi. Quelques personnes hochèrent la tête en guise de salutation, mais la plupart ne jetèrent qu'un bref coup d'œil, comme si j'étais un détail insignifiant dans ce décor somptueux. Ryan, bien sûr, était au centre de l'attention. Il se tenait près du bar, vêtu d'un costume gris parfaitement coupé, riant et discutant avec un groupe d'investisseurs. Charles était à ses côtés, tapotant l'épaule de Ryan, les yeux brillants de fierté. Mon estomac se noua, mais je gardais un sourire figé sur mon visage, comme le masque que j'avais porté toute ma vie. Je l'appelais, « Ça va ?» murmura doucement Mila en me serrant le bras. J'acquiesçai, mais j'avais la gorge sèche. Je savais ce qui allait arriver. Charles avait organisé ce gala non seulement pour célébrer le 40e anniversaire de l'entreprise, mais aussi pour annoncer quelque chose d'important, et j'avais le pressentiment que ce serait un nouveau coup dur pour mon estime de moi. Nous avons trouvé une table dans un coin de la salle où je pouvais observer sans trop attirer l'attention. Mila a commencé à discuter avec quelques invités, sa voix douce et chaleureuse, sachant toujours détendre l'atmosphère. J'ai siroté mon vin, essayant de me concentrer sur son goût légèrement amer plutôt que sur le malaise grandissant qui me rongeait la poitrine. Puis le micro a grésillé, coupant court à la musique et au rire. Charles est monté sur scène, son costume noir respirait l'autorité, ses cheveux argentés soigneusement peignés. Il a tapoté légèrement le micro et a souri à la foule. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé d'une voix grave et impérieuse. Ce soir est un événement spécial. Il y a 40 ans,
Whitman & Son n'était qu'un petit rêve dans mon garage. Aujourd'hui, c'est un empire, et je suis fier d'être ici et de partager ce succès avec vous tous. La foule a applaudi à tout rompre, le son déferlant comme une vague. Je suis resté immobile, la main serrée contre mon verre de vin. Mila a posé sa main sur ma cuisse, un petit geste qui m'a rappelé qu'elle était là, à mes côtés. Charles a continué à raconter l'histoire de l'entreprise, les grands projets, les contrats de plusieurs millions de dollars. Il a mentionné Ryan, le qualifiant de futur leader, et la foule a de nouveau applaudi. Mon sang s'est enflammé, mais je suis resté immobile, mon masque intact. Puis Charles m'a regardé droit dans les yeux, mon cœur battant comme s'il savait ce qui allait arriver. « Calder », a-t-il dit d'une voix soudain plus froide. « Mon fils aîné est un travailleur acharné. Il est doué en comptabilité, il est doué avec les chiffres, mais pour diriger une entreprise comme Whitman & Son, il nous faut plus que cela. Il nous faut une vision. Il nous faut de la fougue. Et c'est pourquoi notre futur PDG sera Ryan. » La salle a explosé d'applaudissements, mais pour moi, chaque son était étouffé. J'avais l'impression de tomber comme si le sol avait disparu sous mes pieds, me laissant suspendu dans un vide infini. Charles venait de m'humilier publiquement devant des centaines de personnes, partenaires, collègues, la presse. Il avait dit au monde que je n'étais pas assez bien, assez forte, assez intelligente. Mila serrait ma main fermement, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, mais je ne ressentais pas la douleur. Je ressentais seulement le vide. « Appelle-la », murmura Mela d'une voix tremblante. « Ne l'écoute pas. Ne le laisse pas te définir. » Mais je ne pouvais pas répondre. Je fixais simplement mon verre de vin, essayant de maintenir ma respiration régulière, de ne pas laisser couler les larmes. Je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais de colère, de l'impuissance qui m'avait accablé pendant 35 ans. Le gala continua, mais je n'entendis plus rien. Ryan monta sur scène, prononçant un discours de remerciement plein d'assurance, et la foule applaudit à nouveau. J'eus envie de me lever pour partir, mais Mila me retint. « Reste, dit-elle d'une voix ferme. Tu n'as pas besoin de courir. Tu es plus forte que ça. » Je plongeai mon regard dans celui de Mela, il eut la détermination et sut qu'elle avait raison. Courir ne ferait que donner raison à Charles, je n'étais pas assez forte, pas assez fougueuse. Alors, je restai assise, bien droite, même si chaque respiration me semblait comme une lame émoussée me transperçant la poitrine. La foule ne cessait de rire. Le tintement des verres à vin retentit et les lustres scintillèrent comme pour se moquer de mon impuissance. Je bus une autre gorgée de vin, mais cela ne fit qu'aggraver mon amertume. Puis, dans un moment de silence au milieu du bruit, je me laissai aller à mes pensées et une image de ma mère, Catherine, me traversa l'esprit, aussi vive qu'un tableau peint de mémoire. Ma mère fut toujours une lumière dans mes jours les plus sombres. Je me souvenais des après-midi d'été à Houston, quand j'avais 6 ou 7 ans, où elle m'emmenait dans le jardin où elle entretenait un parterre d'œillets d'un rouge éclatant. Elle s'asseyait dans l'herbe et chantait de vieilles chansons folkloriques, d'une voix claire comme un carillon. Je l'ai appelé mon garçon, disait-elle en me caressant les cheveux. Tu as un cœur solide. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Je m'allongeai à côté d'elle, regardant les nuages glisser dans le ciel, sentant le monde paisible, comme s'il n'y avait plus de Charles, plus de paroles froides, plus de regards méprisants. Un jour, après avoir cassé son vase en porcelaine préféré, j'ai sangloté, pensant qu'on me gronderait. Mais elle a ri, m'a pris dans ses bras et m'a dit, on peut réparer les choses brisées, l'a-t-elle appelé. Mais ton cœur, tu dois le garder intact. Je n'avais pas bien compris ces paroles à l'époque, mais maintenant, assis dans ce gala, je comprenais qu'elle essayait de m'apprendre à affronter les blessures que la vie allait me réserver. Elle est décédée quand j'avais 10 ans, et depuis, j'ai toujours eu l'impression qu'une partie de moi l'accompagnait. Charles parlait rarement d'elle, et quand je lui posais la question, il l'ignorait comme si elle était un chapitre qu'il voulait effacer. Le souvenir de ma mère était comme une petite flamme, à la fois chaude et douloureuse, qui brûlait dans ma poitrine. Je me demandais si elle était encore en vie, laisserait-elle Charles me traiter ainsi? Se lèverait-elle, me prendrait-elle la main et dirait-elle au monde que j'en valais la peine? J'ai fermé les yeux, essayant de repousser la douleur, mais elle persistait comme une épine plantée au plus profond de mon cœur. Mila a remarqué le changement en moi. Elle s'est penchée plus près et a murmuré, « À quoi penses-tu » J'ai secoué la tête, ne voulant pas l'entraîner dans mes ténèbres. Le gala a continué, mais j'avais l'impression d'être dans un autre monde, détaché des rires et des lumières scintillantes.
Mila me tenait toujours la main, et je savais qu'elle essayait de m'empêcher de trop m'éloigner. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Ryan briller toujours parmi la foule. Comme une star que je ne pourrais jamais égaler. Charles se tenait à proximité, continuant de discuter avec les investisseurs, sans jamais me regarder. Puis, alors que le gala touchait à sa fin, un homme d'âge moyen s'est approché de notre table. Il était grand, les cheveux poivre et sel, vêtu d'un simple costume gris qui respirait encore l'autorité. Il me regardait d'un regard perçant, mais sans hostilité, comme s'il cherchait quelque chose en moi. Calder Whitman, c'est ça, demanda-t-il d'une voix basse et calme. J'ai hoché légèrement la tête, surprise. Je suis Robert Sinclair, dit-il en lui tendant la main. Un investisseur. Je suis ici à l'invitation d'un associé de votre entreprise. Je lui ai serré la main, sentant sa force et sa chaleur. Enchanté de vous rencontrer, ai-je dit d'une voix polie mais creuse. Je n'étais pas d'humeur à bavarder, mais maman a souri et l'a invité à s'asseoir. Robert a décliné poliment. Il est resté planté là, me regardant étrangement, comme s'il essayait de lire un livre oublié depuis longtemps. Puis il a demandé d'une voix lente, presque un murmure, « Comment s'appelait votre mère ?» Je me suis figé. La question est venue de nulle part, comme une pierre jetée dans un lac calme. « Pourquoi demandes-tu cela ?» ai-je répondu d'un ton légèrement réservé. Mila m'a regardé, puis Robert, les yeux pleins de curiosité. « Juste une intuition », a dit Robert sans me quitter des yeux. Il a fouillé dans la poche de sa veste, en a sorti un portefeuille et en a sorti une petite photo jaunie. Il l'a posée sur la table et l'a glissée vers moi. Je me suis penché et mon cœur a semblé s'arrêter. C'était une photo de ma mère, Catherine, de sa jeunesse, avec ce doux sourire que je n'oublierai jamais. Ses yeux brillaient sur la photo, mais ils exprimaient aussi une tristesse que je n'avais pas remarquée enfant. « C'est... » ai-je murmuré. J'ai levé les yeux vers Robert et, pour la première fois, j'ai vu que ses yeux étaient rouges, comme s'il retenait quelque chose. « Comment as-tu cette photo ?» ai-je demandé, sentant le monde se rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, Robert, et la photo délavée sur la table. Robert n'a pas répondu immédiatement. Il me regarda simplement, les yeux emplis d'une émotion que je ne pouvais déchiffrer. « Il faut qu'on parle, » dit-il Calder d'une voix basse comme une promesse. « Mais pas ici. Pas ce soir. » J'étais assise là, la main toujours posée sur la photo décolorée de ma mère, le cœur battant à tout rompre. La foule autour de moi continuait de rire et de discuter. Le jazz résonnait encore dans l'air. Mais pour moi, tout semblait s'être arrêté. La photo dans ma main, le doux sourire de ma mère Catherine, son regard à la fois chaleureux et triste, était comme une porte me ramenant au passé tout en m'ouvrant un secret que je n'avais jamais osé imaginer. Robert Sinclair, cet inconnu, connaissait ma mère. Plus encore, il me regardait comme si j'étais une partie de lui, une pièce perdue d'un puzzle. Mila posa sa main sur mon épaule, me ramenant à la réalité. « Calder, ça va ?» murmura-t-elle, son regard passant de moi à Robert, empli de curiosité et d'inquiétude. J'acquiesçai, mais ma gorge était sèche, incapable de former des mots. Robert esquissa un léger sourire, un sourire à la fois tendre et douloureux. « Tu as mon numéro ?» dit-il en me tendant une carte de visite. « Appelle-moi quand tu seras prête. » Puis il se retourna et se fondit dans la foule comme un invité parmi tant d'autres à ce somptueux gala. Je serrai la carte de visite, sentant les bords tranchants s'enfoncer dans ma paume. Mila me regarda sans rien demander de plus, mais je savais qu'elle attendait que je parle. « Rentrons, dis-je de ma voix. » Elle acquiesça, se leva, et nous quittâmes le gala, laissant derrière nous les lustres et les murmures de la foule. Cette nuit-là, je ne pus dormir. J'étais assis dans le salon, la faible lumière jaune projetant des ombres sur la photo de ma mère que je gardais dans un tiroir. Mila était allée se coucher, mais je savais qu'elle était encore éveillée, à l'écoute de mes moindres mouvements depuis la chambre. La photo de ma mère, à côté de celle que Robert m'avait donnée, était posée côte à côte sur la table. Les deux étaient d'elle, mais celle de Robert était plus ancienne. Ses bords jaunissaient, comme s'il avait été chéri pendant des décennies. Je fixais les yeux de ma mère, cherchant un indice et une réponse. Pourquoi Robert avait-il cette photo? Qui était-il pour elle? Et pourquoi, lorsqu'il me regardait, ressentais-je une étrange connexion, comme si je voyais une autre version de moi-même? Le lendemain matin, j'appelai Robert. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ne pouvais pas laisser cette question en suspens.
Il me donna rendez-vous dans un petit café de la banlieue de Houston, un endroit calme aux murs en bois et au riche arôme de café torréfié. À mon arrivée, Robert était déjà assis avec une tasse de café noir, l'air pensif mais il s'illumina en me voyant entrer. « Merci d'être venu, dit-il en me faisant signe de m'asseoir. J'acquiesçai et déposai la photo de ma mère sur la table pour engager la conversation. « Dis-moi, dis-je d'une voix plus dure que je ne le voulais. Comment as-tu cette photo? Comment as-tu connu ma mère? » Robert prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une épreuve. Puis il commença à parler, d'une voix basse et posée, comme si chaque mot avait été soigneusement choisi. « J'ai rencontré Catherine quand nous étions tous les deux très jeunes, dit-il. Nous avons grandi dans une petite ville non loin de Houston. J'étais un enfant pauvre qui travaillait dans une station-service pour joindre les deux bouts. Catherine, c'était une lumière. Son sourire pouvait tout faire fondre, et son cœur était plus grand que le ciel du Texas. J'écoutais, comme si je pénétrais dans une histoire dont je ne connaissais que la moitié. Robert racontait comment ma mère et lui étaient tombés amoureux. Un amour intense mais tourmenté. Sa famille, surtout mon grand-père, ne l'approuvait pas. Il voulait qu'elle épouse quelqu'un de prestigieux, riche, dit Robert, le regard noir. Et puis Charles Whitman est arrivé. Il était le fils d'une famille riche, l'héritier parfait. La famille de Catherine a fait pression sur elle pour qu'elle l'épouse. Je n'avais rien pour la retenir, si ce n'est l'amour. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Mon cœur s'est serré. J'ai pensé à ma mère, à son sourire triste sur la photo, à la façon dont elle me regardait toujours comme si elle voulait dire quelque chose sans jamais le faire. « Alors tu es parti ?» ai-je demandé, la voix tremblante, incertaine de la colère ou de la douleur. Robert a hoché la tête, le regard empli de regret. Je n'avais pas le choix. J'ai quitté le Texas, j'ai recommencé. J'ai bâti l'énergie de Sinclair à partir de rien, je suis devenu un homme dont je pensais que Catherine serait fière. Mais je ne l'ai jamais oublié. Et quand je t'ai vu au gala, j'ai su immédiatement. Tu as les yeux de ta mère, l'appelait-elle. Et son cœur bienveillant aussi. J'ai secoué la tête, refusant d'y croire. Que dis-tu? Ai-je demandé, même si au fond de moi, je commençais à pressentir la vérité. Robert m'a regardé droit dans les yeux, la voix tremblante mais résolue. Calder, je crois que je suis peut-être ton père. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti le sang me monter à la tête, mes oreilles bourdonner. C'est impossible, ai-je dit, la voix brisée. Charles est mon père, lui. Mais j'ai arrêté. Charles ne m'avait jamais traité comme un père l'aurait fait. Il m'a toujours vu comme un fardeau, quelqu'un d'incompétent pour porter le nom de Whitman. Et ma mère. Elle me regardait toujours avec une tristesse que je n'ai jamais comprise. Serait-ce parce qu'elle connaissait la vérité? Je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Tout de suite, dit Robert d'une voix plus douce. Mais je veux que tu saches la vérité. On peut faire un test ADN si tu veux. Je le regardais, cherchant le moindre signe de tromperie, mais je ne vis qu'un homme essayant de panser une blessure qui couvait depuis des décennies. J'acquiesçai sans rien ajouter. D'accord, dis-je enfin. Je veux savoir la vérité. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Robert et moi nous rencontrâmes encore quelques fois, toujours dans des endroits discrets, un parc tranquille, un petit restaurant en périphérie. À chaque fois, il me parlait davantage de ma mère, du temps qu'ils avaient passé ensemble, des rêves qu'ils partageaient autrefois. Je commençais à la voir non seulement comme la femme douce de mes souvenirs, mais comme quelqu'un qui avait sacrifié son bonheur sous la pression familiale. J'éprouvais de la colère envers mon grand-père, envers Charles, et même envers moi-même de ne pas avoir remarqué ce signe plus tôt. Finalement, le jour du test ADN arriva. Je me tenais dans le laboratoire, les mains tremblantes, tandis que je donnais mon échantillon de sang. Robert se tenait à côté de moi, silencieux, mais avec de l'espoir dans les yeux. Les résultats arrivèrent 3 jours plus tard, et j'ouvris l'enveloppe les mains tremblantes. Mila était assise à côté de moi, me tenant la main, ne disant rien, mais sa présence suffisait à m'empêcher de m'effondrer. Résultat, une correspondance à 99,9%. Robert Sinclair était mon père. J'ai levé les yeux vers Robert, voyant ses yeux rougis par l'émotion. Il n'a rien dit, s'est juste avancé et m'a serré dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti l'étreinte d'un père. Ni la froideur de Charles, ni le geste préfabriqué d'un homme qui me voyait comme un instrument.
J'ai perdu trop d'années, murmura Robert d'une voix étranglée. Mais je ne veux pas perdre mon fils à nouveau. Je n'ai pas pleuré, non pas par manque de volonté, mais parce que je ne savais pas quoi ressentir. J'avais vécu 35 ans sous le nom de Whitman, supportant le mépris de Charles, essayant de prouver que j'en étais digne. Et maintenant, je découvrais que je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais le fils de Robert Sinclair, un homme que je venais de rencontrer, mais qui portait en moi un amour que je n'avais jamais reçu de Charles. À mon retour à la maison le soir même après avoir reçu les résultats du test ADN, mes mains tremblaient encore, l'enveloppe contenant les résultats glissait dans la poche de ma veste comme un lourd secret. Mila était dans la cuisine. Elle leva les yeux à mon entrée, son sourire éclatant s'effaçant rapidement à la vue de mon expression. « Calder » appela-t-elle en posant le couteau et en s'approchant de moi. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as les résultats ?» J'acquiesçai, incapable de parler tout de suite. Je l'attirai vers le canapé, pris l'enveloppe et la posai sur la table. « Maman » commençai-je d'une voix rauque. « Charles n'est pas mon père. Robert Sinclair. C'est mon vrai père. » Le test ADN l'a confirmé. Correspondance à 99,9%. Les yeux de maman s'écarquillèrent, son souffle coupé. « Oh mon Dieu !» Calder, murmura-t-elle en se couvrant la bouche de la main. « Tu veux dire que pendant toutes ces années, Charles ne l'était pas ?» Sa voix s'éteignit, comme si elle essayait d'assimiler la vérité. Puis elle me prit la main, les doigts serrés, le regard empli d'émotion. « Comment te sens-tu ? » C'est énorme, en fait. J'ai secoué la tête, comme si une tempête faisait rage dans ma poitrine. Je ne sais pas, ai-je admis. Je suis en colère. En colère contre Charles de m'avoir traité comme si j'étais sacrifiable. En colère contre maman de ne jamais m'avoir dit la vérité. Mais en même temps, je me sens soulagé, Mila. Comme si j'avais retrouvé une part de moi-même que j'ignorais avoir perdue. Les jours qui ont suivi les résultats ADN, j'étais comme un fantôme. J'allais encore travailler, je consultais encore des feuilles de calcul et des rapports financiers chez Whitman & Son, mais j'avais l'esprit ailleurs. Je pensais à Robert, à ma mère, aux histoires qu'il avait partagées. Sinclair Energy, l'entreprise qu'il mentionnait, me trottait dans la tête. Je savais que c'était une compagnie pétrolière et gazière, mais je ne m'étais jamais vraiment penché sur la question. Un soir, alors que Mela peignait dans le salon, je me suis assise devant mon ordinateur, faisant tranquillement des recherches sur Sinclair Energy. Ce que j'ai découvert m'a laissé bouche bée. Sinclair Energy n'était pas une compagnie pétrolière ordinaire. C'était l'un des plus grands conglomérats du Texas, avec des projets allant de l'extraction pétrolière aux énergies renouvelables. La presse qualifiait Robert Sinclair de milliardaire autodidacte, un homme parti de rien et possédant désormais une fortune valant des milliards. J'ai lu des articles sur lui, sur la façon dont il a surmonté la pauvreté, sur les accords audacieux qui ont propulsé Sinclair Energy au sommet. L'un d'eux le décrivait comme un homme qui n'abandonne jamais. Et j'ai ressenti une étrange connexion, comme si je découvrais une partie de moi-même, une partie que je n'avais jamais eu le droit d'explorer. J'ai fermé l'ordinateur portable, avec l'impression d'avoir ouvert une porte que je n'étais pas sûr de vouloir franchir. Mila a remarqué mon silence. Elle a posé son pinceau, s'est approchée et s'est assise à côté de moi sur le canapé. « Tu as trouvé quelque chose ?» a-t-elle demandé d'une voix douce mais curieuse. J'ai pris une grande inspiration, essayant de démêler mes pensées embrouillées. Robert Sinclair, ai-je commencé, la voix légèrement tremblante. Ce n'est pas un simple investisseur, Mila. C'est un milliardaire. Sinclair Energy. Son entreprise est plusieurs fois plus grande que Whitman & Son. Il l'a bâtie à partir de rien, sans famille riche ni aucun soutien. Les yeux de Mila s'écarquillèrent, ses sourcils se levant de surprise. Un milliardaire, répéta-t-elle, l'air d'incrédule. Tu veux dire que ton vrai père est un milliardaire autodidacte? Elle se pencha vers moi, les yeux pétillants, et l'appela. Tu te rends compte de l'ampleur de la situation? Ce n'est pas seulement ton père. C'est quelqu'un qui a accompli des choses extraordinaires. J'acquiesçai, mais j'avais le cœur lourd. Je sais, dis-je en baissant la voix. Mais cela m'effraie aussi. Si c'est vraiment mon père, pourquoi maman n'a-t-elle jamais rien dit? Pourquoi m'a-t-elle laissé grandir avec Charles avec tout ce dédain? Mila me prit la main, ses doigts s'entrelaçant étroitement aux miens. Peut-être que ta mère n'avait pas le choix, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Mais maintenant, tu as une chance,
la plate et elle. Une chance de la comprendre, de te comprendre toi-même. Et si Robert est ton père, alors tu portes une part de lui, sa force, sa résilience. Pas besoin d'être un Whitman pour le prouver. Je la regardais, sentant une petite étincelle scintiller dans l'obscurité. Mila savait toujours me valoriser, même quand je doutais de moi. Mais la vérité sur Robert, sur l'énergie Sinclair, pesait toujours sur moi comme une pierre. Je n'étais pas seulement confronté à un nouveau père, mais à un monde totalement différent. Un monde où je pouvais faire partie de quelque chose de plus grand, mais aussi un monde rempli de risques et de mystères. J'ai commencé à rencontrer Robert plus régulièrement, mais j'ai toujours gardé le secret des Whitman. Je ne voulais rien que Charles ou Ryan sachent, non pas par peur, mais parce que je n'étais pas prête à les affronter. Chaque fois que je rencontrais Robert, j'apprenais un autre PAN de l'histoire de ma mère, celle des années où elle avait vécu tranquillement, coincée entre les pressions familiales et son propre cœur. Robert me racontait les nuits qu'il passait au bord de la rivière, rêvant d'un avenir libre, pour être ensuite déchiré par la dure réalité. Catherine voulait te protéger, m'a-t-il dit lors d'une rencontre, ses yeux l'ayant compris. Elle ne voulait pas que tu grandisses dans la pauvreté comme moi. Mais je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que Charles te traite comme il l'a fait. Les histoires de Robert m'ont laissé à la fois le cœur brisé et la colère. J'en voulais à mon grand-père d'avoir forcé ma mère à épouser Charles. J'en voulais à Charles de m'avoir réduite à l'ombre de ma propre famille. Et je m'en voulais à moi-même de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Mais par-dessus tout, j'éprouvais un désir ardent. Un désir de comprendre ma mère, de comprendre Robert, et de me trouver. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Robert au petit café de la banlieue de Houston, où nous étions devenus des habitués. Il était assis là, une tasse de café noir devant lui, le regard à la fois doux et résolu. « J'ai beaucoup pensé à toi, Calder, dit-il à voix basse. À ce que tu as traversé, à ce que Catherine voulait pour toi. Je ne veux pas te mettre la pression, mais si tu es prêt, je veux que tu fasses partie de Sinclair Energy. Non pas parce que tu es mon fils, mais parce que je crois que tu as le potentiel pour accomplir de grandes choses. » Je le regardais, un mélange de doute et d'excitation mêlés. « Je n'y connais rien en pétrole et en gaz, dis-je en m'efforçant de garder une voix posée. Je ne connais que la construction, les chiffres, comment empêcher Whitman & Son de s'effondrer. » Robert esquissa un sourire confiant. « Les chiffres sont le langage universel de tous les secteurs, Calder. Et j'ai vu comment tu travailles. Tu es méticuleux. Tu es intelligent. Et tu n'abandonnes jamais. C'est ce dont j'ai besoin. Commence comme directeur financier régional. Tu apprendras, et je serai à tes côtés. » J'hésitais. Une partie de moi voulait saisir cette occasion de prouver que j'étais plus que le simple comptable de Charles. Mais une autre partie avait peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas être digne de la confiance de Robert. Puis j'ai pensé à Mila, à ma mère, aux années passées à vivre dans l'ombre de la famille Whitman. « D'accord, ai-je finalement dit. J'essaierai. » J'ai commencé à travailler chez Sinclair Energy comme directeur financier régional, un poste qui semblait modeste, mais qui était en réalité une porte d'entrée dans l'univers de Robert. Je n'ai rien dit aux Whitman lorsqu'ils ont dit à Charles que j'acceptais un projet de conseil externe pour élargir mon expérience. Il s'est contenté d'acquiescer, indifférent comme à son habitude. Ryan était trop occupé à se délecter des éloges de ses partenaires pour le remarquer. Leur indifférence n'a fait qu'alimenter ma détermination. Je voulais prouver que je n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. Travailler chez Sinclair Energy était un monde complètement différent. Si Whitman & Son était une machine dépassée, gangrenée par le favoritisme et les jeux politiques. Interne, Sinclair Energy était une organisation moderne où la compétence primait sur la lignée. J'ai commencé avec un doute sur moi-même, mais Robert ne m'a pas traité comme un novice. Il m'a donné de réelles responsabilités, analysant les finances de nouveaux projets, évaluant les risques pour les accords d'investissement et même rejoindre des négociations avec des partenaires internationaux. Chaque jour était un défi, mais aussi une occasion d'apprendre, de prouver que je pouvais faire plus que ce que Charles m'avait jamais crédité. Après environ 6 mois de jonglerie avec mon rôle de directeur des finances pour les deux sociétés, j'ai finalement pris ma décision. Je démissionnerai de Whitman & Sons. J'ai écrit une lettre de démission, simple, concise, sans explications inutiles. J'ai apporté la lettre au bureau de Charles, mon cœur battant, non par peur, mais par un sentiment croissant de libération. Il était assis derrière son bureau, passant en revue un rapport,
regardant à peine les yeux en entrant. « Qu'est-ce que c'est, Calder ?» demanda-t-il, sa voix froide, comme si je n'étais qu'un employé insignifiant. « Ma lettre de démission ?» dis-je en le plaçant sur son bureau. « Je quitte l'entreprise dans 2 semaines. » Charles fronça les sourcils, me regardant enfin, mais ses yeux ne tenaient ni surprise ni ne regrette. « 10 signés, répéta-t-il, son ton coulant de dédain. « Que pensez-vous que vous ferez là-bas, Calder ? Vous n'êtes pas bon avec les chiffres, mais vous manquez de vision. Sans mon soutien, vous échouerez en un rien de temps. » Je me tenais là en écoutant les mots familiers qu'il avait utilisés pour m'écraser pendant 35 ans. Mais cette fois, ils n'ont pas fait de mal. Je ne ressentais que pitié. Dommage pour un homme trop aveugle pour voir la valeur de quiconque au-delà de Ryan. « Merci de m'avoir fait savoir, dis-je, ma voix calme. Mais je pense que je trouverai mon propre chemin. » Je me suis retourné et je suis sorti, n'attendant pas sa réponse. Alors que la porte du bureau se fermait derrière moi, j'avais l'impression que j'avais perdu un fardeau que j'avais porté toute ma vie. Charles ne savait pas, et je n'avais aucune intention de lui dire que j'avais trouvé ma place, l'énergie de Sinclair et, plus important encore, un vrai père. Il ne savait pas non plus que ma décision de partir ne visait qu'à s'éloigner. Ce fut le début d'un plan plus grand, qui ferait que Ryan, lui et Ryan, fassent face aux conséquences des années de me rabaisser. Au cours des 2 prochaines années, j'ai versé mon cœur et mon âme dans l'énergie de Sinclair. De mon rôle de directeur régional de la finance, je me suis rapidement fait part de moi-même à travers des analyses nettes et des stratégies audacieuses. Robert n'était pas seulement un père. Il était un mentor, m'apprenant à voir au-delà des chiffres pour saisir des opportunités dans des situations apparemment impossibles. J'ai travaillé sans relâche des longues réunions aux voyages commerciaux internationaux et, progressivement, je suis devenu plus qu'un simple employé. Je suis devenu indispensable à l'entreprise. Après un projet majeur avec un conglomérat de l'énergie norvégien où j'ai réussi à négocier un contrat d'une valeur de centaines de millions de dollars, Robert m'a appelé dans son bureau. « Calder » a-t-il dit, ses yeux se remplissaient de fierté. « Vous avez prouvé que vous n'êtes pas seulement mon fils. Tu es un leader. Je veux que vous assistiez le rôle de vice-président du développement stratégique. Vous allez aider à façonner l'avenir de l'énergie de Sinclair. » J'ai été stupéfait. Vice-président du développement stratégique, un rôle qui exigeait non seulement un sens financier, mais la vision, la créativité et le leadership. J'ai regardé Robert, à la recherche de mots, mais je ne pouvais que hocher la tête. « Merci, dis-je, ma voix. Je ne te laisserai pas tomber. » Robert sourit et me tapota l'épaule. « Tu ne m'as jamais laissé tomber » l'a appelé. « Vous me rappelez Catherine. Elle a toujours cru que vous réaliserez de grandes choses. Ma vie, après des décennies, n'avait jamais été plus lumineuse. » Cela brillait encore plus brillamment un jour lorsque Robert m'a appelé dans son bureau. Il était assis là devant un écran affichant des graphiques de stock, les yeux plus nets que d'habitude. « Calder » a-t-il dit, sa voix bas mais chargée de signification. « Whitman & Son est dans le problème. Leur stock est le plus bas en 10 ans. Ryan a fait des erreurs. Contrat risqué, gestion bâclée. Charles essaie de le couvrir, mais les actionnaires perdent la foi. C'est notre chance. » J'ai froncé les sourcils, mon cœur battant la course. « Que voulez-vous dire ?» j'ai demandé, même si j'avais une idée de ce qu'il suggérait. « Nous pouvons acheter des actions de Whitman & Son, a déclaré Robert, glissant un dossier vers moi. 38% des actions sont proposées par le biais d'intermédiaires. Si nous agissons rapidement, nous pouvons contrôler une partie importante de l'entreprise sans que personne ne le sache jusqu'à ce que nous soyons prêts. » L'idée a envoyé une secousse à travers moi. Acheter Whitman & Son shares n'était pas seulement une décision financière. C'était une chance de récupérer ce que Charles et Ryan m'avaient pris. Mon respect de soi, ma reconnaissance et les années que j'avais vécues dans leur ombre. Mais j'ai aussi ressenti un scintillement de peur. C'était un pari massif. Robert et moi avons mis le plan en mouvement. L'acquisition des actions de Whitman & Son n'était pas un défi pour Sinclair Energy. Nous avions suffisamment de capital, toujours prêt pour des offres de restructuration comme celle-ci. Au cours de l'analyse et de l'enquête sur Whitman & Son, j'ai découvert que Ryan avait fait une série de faux pas financiers graves, signalant des contrats à haut risque, en cachant des pertes en manipulant les fonds de réserve. Ces violations étaient suffisantes pour secouer la confiance des actionnaires si elles étaient exposées. J'ai sauvé chaque élément de preuve, chaque numéro, chaque email,
comme des balles en attente du bon moment pour être licenciés. Le jour de la réunion extraordinaire des actionnaires est arrivé, et j'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise, regardant vers le bas dans un abîme. Robert et moi étions préparés, détenant 38% des actions, suffisamment pour déplacer la balance des pouvoirs. Mila m'a serré dans ses bras avant de quitter la maison, chuchotant « Aujourd'hui c'est ta journée, Calder. Montrez-leur qui vous êtes. » La réunion a eu lieu dans la plus grande salle de conférence de Whitman et Son avec Sunlight qui coule à travers les fenêtres en verre illuminant le logo de l'entreprise sur le mur. Charles était assis à la tête de la table aussi autoritaire que jamais. Ryan était à côté de lui, confiant comme s'il ignorait que la société vacillait. Les actionnaires murmuraient, ne s'attendant pas à ce qu'aujourd'hui change tout. Je suis entré, Robert à mes côtés. Charles fronça les sourcils quand il nous a vus. L'appelait. « Que faites-vous ici avec Monsieur Sinclair » demanda-t-il, sa voix glacée. Je me suis assis pour la première fois, pas au coin de la table, mais en face de Charles. De l'autre côté, Robert était assis à côté de moi, son regard calme mais rasoir tranchant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert mon dossier et j'ai commencé. « Chers actionnaires, dis-je, ma voix claire malgré mon cœur battant. Je représente Sinclair Energy. Nous détenons actuellement 38% des actions de Whitman & Son. Nous proposons une restructuration de l'entreprise, en commençant par un examen de son leadership actuel. » La pièce est restée silencieuse, puis a éclaté dans des chuchotements. « Les preuves de Ryan ont des preuves de Ryan. » Cette famille, cria-t-il. Robert se tenait, la voix basse mais résonnante. Calder ne trahit pas la famille, a-t-il dit, ses yeux enfermés sur Charles. Il est mon fils, et je ne le laisserai plus être manqué de respect. La salle de conférence semblait gelée. Les murmures des actionnaires s'arrêtèrent, ne laissant qu'un silence lourd suspendu au-dessus de la pièce. Charles regarda Robert, puis moi, son visage shifting de la bouche ne s'ouvrait pas. Ryan, assis à côté de lui, a saisi les accoudoirs de sa chaise, les yeux, me regardant comme si je me suis transformé en un étranger. A passé toute sa vie à me rabaisser, m'appelant insignifiant. Impossible, Charles rugit finalement, sa voix se brise avec choc. Catherine ne saurait jamais. Elle ne pouvait pas. Mais il s'arrêta comme si des souvenirs de ma mère, des secrets qu'il aurait pu soupçonner mais jamais confronter se montaient dans son esprit. Catherine ne vous l'a jamais dit, n'est-ce pas? Robert intervient, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Elle a sacrifié son bonheur pour protéger Calder, pour lui donner la vie que vous lui avez promis. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez traité mon fils comme un outil, comme s'il ne valait rien. Charles recula comme si les paroles de Robert étaient un coup physique. J'ai vu ses yeux se repenser non pas de remords mais du coup dévastateur à son ego. Ryan, son visage à chaîne, se tenait brusquement sur moi. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Il cracha, sa voix était lassée de haine claire. Vous avez quitté l'entreprise. Vous avez conspiré avec cet homme pour nous détruire. Tu es un traître. J'ai souri, pas par triomphe, mais parce que j'ai réalisé que Ryan n'avait plus le pouvoir de me blesser. Je ne suis pas un traître, Ryan, dis-je, ma voix stable. Je ne fais que dire ce qui est à moi. Ryan a fourni des preuves. Le pieu combiné avec le soutien d'autres actionnaires, Charles et Ryan ont été retirés de leur rôle. Je viens de se produire. Ryan se frappa dans sa chaise, sa tête s'inclina, aucune trace de son ancienne arrogance restant. Je les ai regardés, ne ressentant pas la joie que j'avais imaginée autrefois. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement comme si une porte s'était fermée sur des années de douleur. Robert posa une main sur mon épaule, chuchotant, « Tu l'as fait, Calder. » J'ai hoché la tête, sachant que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. La salle de conférence s'est progressivement silencieuse avec seulement les faibles murmures des actionnaires et le son des traces de Charles à son départ. Il ne m'a pas regardé, n'a pas dit un autre mot, mais j'ai vu ses épaules s'effondrer comme si le monde qu'il avait construit s'était effondré en un instant. Ryan, sa tête s'inclina, a été conduit par un assistant, ses yeux scintillaient toujours de colère, mais dépouillés de l'arrogance qu'il portait autrefois. Le conseil d'administration, après avoir voté pour retirer Charles et Ryan, a commencé à discuter de l'avenir de Whitman & Son. Je me suis assis là, toujours enrichissant le dossier des documents, me sentant comme si je venais de traverser une tempête, je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter. Monsieur Henderson, l'actionnaire âgé, s'est de nouveau levé. Calder, dit-il, sa voix profonde et faisant autorité.
vous nous avez montré l'inconduite que nous n'avons pas vue. Vous avez prouvé votre capacité non seulement par des chiffres, mais par la détermination et la vision. Je propose de jouer le rôle de PDG par intérim pour guider l'entreprise à travers cette transition. J'ai gelé, mon cœur battant. PDG de Whitman & Son, une position dont je rêvais autrefois, mais je n'ai jamais pensé réaliser. Non pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que Charles avait toujours dit que je n'étais pas digne. J'ai regardé Robert, qui a fait un léger signe de tête, les yeux remplis de fierté. Vous pouvez le faire, Calder, dit-il, sa voix basse mais certaine. Je tenais une profonde inspiration. J'accepte, dis-je, ma voix retentissant dans la pièce silencieuse. Les actionnaires ont applaudi, pas les applaudissements rugissants qu'ils ont donnés autrefois à Ryan, mais une reconnaissance sincère. Pour la première fois, je sentais que je n'étais plus seulement une ombre, mais quelqu'un avec une voix. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Charles s'est officiellement retiré de l'entreprise sans un mot d'adieu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans une villa isolée dans la banlieue, vivant isolément, comme s'il ne voulait pas faire face au monde après sa chute. Ryan a fait face à une enquête financière des actionnaires et des régulateurs. Son inconduite maintenant exposée à la lumière. Une partie de moi voulait se sentir triomphant, mais je ne pouvais pas. Ils n'étaient plus ma préoccupation. Je les avais dépassés non pas en les démolissant, mais en me levant et en devenant la meilleure version de moi-même. En tant que PDG, j'ai commencé à restructurer Whitman & Son. J'ai appliqué ce que j'avais appris de l'énergie de Sinclair, de la transparence, de l'efficacité et du respect des compétences. Je lâche ceux aveuglément fidèles à Charles, les remplaçant par des employés vraiment capables. J'ai signé de nouveaux contrats, élargi des projets et, progressivement, l'entreprise a commencé à reprendre son élan. Les actionnaires, initialement sceptiques, ont commencé à me faire confiance. Mais je savais que pour vraiment aller de l'avant, j'avais besoin de rompre le lien final me liant au passé. Un matin, je suis allé au bureau d'un avocat portant un ensemble de documents. Je me suis assis, j'ai signé les papiers et j'ai officiellement changé mon nom de famille de Whitman à Sinclair. Ce n'était pas seulement un nom. C'était une déclaration. Je n'étais plus le fils de Charles Whitman, plus une ombre dans cette famille toxique. J'étais Calder Sinclair, fils de Robert Sinclair et Catherine, héritier d'un héritage construit non pas sur l'oppression, mais sur l'amour et la persévérance. Quand j'ai signé mon nouveau nom pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir perdu une vieille peau. Révélant la vraie personne que j'avais enterrée pendant des années. Je n'avais pas besoin d'être comme Charles Orion pour être reconnu. J'avais juste besoin d'être moi-même. Et c'est l'histoire de ma vie. Une histoire de douleur, de secrets et du voyage pour me récupérer. J'ai vécu 35 ans dans l'ombre d'une famille qui n'était pas vraiment la mienne. Dédain durant et dépréciation. Mais j'ai appris que la vérité, aussi cachée, ne peut jamais être effacée. Il est toujours là, attendant d'être découvert, attendant d'être embrassé. À quiconque se sent piégé dans une famille toxique et des attentes qui ne leur appartiennent pas. Vous n'avez pas à leur appartenir simplement parce qu'ils vous ont donné la vie. La famille n'est pas seulement du sang. Ce sont les gens qui aiment et croient en vous, qui voient votre vraie valeur. Pour moi, c'est Mila. C'est Robert. Ceux qui m'ont donné la force de se lever. Et si vous avez déjà pensé à la vengeance, sachez que cela ne doit pas être sanglant. Parfois, la vengeance est la liberté. Liberté de vivre, d'aimer, de réussir à votre manière sans avoir besoin de l'approbation de ceux qui vous blessent. J'ai trouvé que la liberté non pas en détruisant Charles ou Ryan, mais en construisant une vie dont je suis fier. Une vie sur laquelle ma mère, Catherine, souriait. Suivre votre propre chemin, trouver les gens qui croient en vous. Et rappelez-vous, peu importe à quel point le passé est douloureux, vous avez toujours le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre.